J'accueille maintenant Pascal Ifry. Voilà. Eh bien, Pascal est très connu également des membres de la Société d'études céliniennes. Il nous vient de Normandie, en fait, mais il est enseignant à la Washington University de Saint-Louis, Missouri. Pascal participe depuis 1986. Sur mon papier, j'avais marqué 1936. Non, c'est pas possible, non. 1986 au colloque de la Société d'études céliniennes, et le point remarquable, c'est qu'il y présente à chaque fois une communication. Son œuvre critique célinienne est donc déjà de ce seul fait très fournie, mais il est en outre un spécialiste de Proust, sur lequel il a publié plusieurs ouvrages, dont l'un intitulé « Céline et Proust, correspondance proustienne dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline ». Il est d'ailleurs depuis 20 ans le rédacteur en chef du bulletin Marcel Proust. Enfin, il est également, je crois qu'on peut le dire, je ne connais pas trop, mais enfin le spécialiste de Lucien Rebatté, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, au sujet duquel il a publié Les deux étendards, dossier d'un chef-d'œuvre maudit, ainsi qu'une biographie. Alors Pascal nous présente aujourd'hui une communication intitulée « L'école dans l'œuvre de Céline, de mort à crédit, au beau drap ». Merci. Comme je suis le troisième à parler de l'école et des beaux draps, je vais répéter certaines choses qui ont été dites, et notamment des citations, mais mon angle d'approche sera un peu différent. Dans son imposante thèse sur le thème de l'enfance dans l'univers romanesque de Louis-Ferdinand Céline, Daniel Prévidente remarque à propos de l'institution scolaire que, je cite, « Force est de constater que Céline développe très peu ce thème dans son œuvre, y compris dans Mort à crédit ». En effet, quoique l'école constitue d'habitude une partie importante de l'enfance, elle occupe une place très secondaire dans le deuxième roman de Céline, même si on prend en compte le fameux épisode du Meanwell College. Pourtant, les rares remarques du héros narrateur dans les quelques pages qu'il en mentionne impliquent de sa part un rejet radical de l'éducation scolaire telle qu'elle existe et des idées bien arrêtées sur le sujet qui laissent toutefois le lecteur sur sa faim. Il faut en effet attendre l'occupation et la parution des beaux draps pour bien comprendre ce que Céline, à travers son alter ego romanesque, reproche à l'école et pour connaître les mesures qu'il préconise afin d'améliorer le système scolaire en France. Dans cette communication, nous appuyons principalement sur ces deux ouvrages. Nous nous arrêterons sur la nature de ces attaques de Céline contre l'école et nous efforcerons de les comprendre et de les expliquer. Puis nous présenterons les contours du système scolaire qu'il envisage et qui favoriserait, selon lui, l'épanouissement de l'enfant, avant d'inscrire ses idées dans sa vision du monde de l'époque et dans sa conception de la vie en général. Avant cela, il convient toutefois de dire un mot de la vie scolaire du jeune Louis-Ferdinand Destouches, qui fut bref puisque, après avoir obtenu son certificat d'études primaires à l'âge de 13 ans, il n'a passé que 2 ans et demi à l'école, 1 an et demi en Allemagne, à Diepholz, puis à Karlsruhe, où il a suivi des cours privés, et à peine 1 an en Angleterre, à Rochester, puis à Broadstairs. Cette expérience de l'école française en tout cas, aide en effet à comprendre, au moins partiellement, les remarques négatives émises dans Mort à crédit. Ainsi, François Gibault révèle-t-il que le premier établissement qu'il a fréquenté, l'école communale de la rue de Louvois, était, je cite, une bâtisse assez lugubre, ajoutant « pas la moindre ouverture dans ce décor à l'image de l'enseignement qui était prodigué ». Et Louis n'a jamais aimé cette école et ses résultats scolaires y ont été médiocres. Ses notes se sont toutefois améliorées dans l'institution où ses parents l'ont ensuite inscrit, l'école Saint-Joseph des Tuileries, où il semble s'être davantage plu. En tout cas, selon Maître Gibault, il y fut, je cite, « un assez bon élève et sa conduite ne fit pratiquement l'objet d'aucune remarque particulière ». Dans les lettres qu'il envoie de Diepholz, Louis révèle qu'il ne s'entend guère avec ses condisciples, mais qu'il trouve les maîtres charmants et très aimables. En fait, ses expériences à l'étranger, ses expériences scolaires à l'étranger, ont été globalement positives et lui ont permis de maîtriser assez rapidement l'allemand et l'anglais. Si dans sa correspondance d'alors, il se contente le plus souvent de décrire ses journées et ne porte guère de jugement sur ses différentes écoles et les enseignants qu'il y rencontre, il semble être un élève aussi heureux qu'on peut l'être. Et ça, c'est une citation d'une de ses lettres. Surtout à Diepholz et à Broadstairs, même si clairement sa famille et la France lui manquent, et il sait gré à ses parents des sacrifices qu'ils font pour payer de telles études. Il connaît certes quelques problèmes à Rochester, où il ne passe que quelques semaines, mais surtout à cause de la nourriture et du manque de discipline.
En effet, même là-bas, il trouve les maîtres très gentils, quoique leur enseignement ne le stimule guère. Je cite, « Ils ne se tuent pas à l'école. Si tu voyais ce que les enfants anglais sont fainéants, ils passent leur peu de temps de classe à se lancer des balles de caoutchouc. » Le narrateur de Mort à crédit ne s'étend donc guère sur ses souvenirs scolaires parisiens, mais il en dit suffisamment long pour émettre un avis tranché sur la question. Il est vrai que c'est sa grand-mère qui lui apprend un peu à lire et qu'il doit attendre l'âge de 7 ans avant de devoir aller à l'école. Il faut rappeler que la loi Jules Ferry impose aux enfants d'aller à l'école à partir de 7 ans. Après avoir appris à lire mieux que sa grand-mère et à compter jusqu'à 100, il entre à l'école communale de la rue des Jeuneurs, tout près du passage des Bérézinas, un établissement qui ressemble fort à celui d'abord fréquenté par le jeune Détouche, puisqu'il donne, je cite, sur une petite cour et puis sur un mur si haut, si élevé, que le bleu du ciel restait après. L'impression de claustration est renforcée par le fait qu'il y avait en plus un rebord en tôle qui formait préau. De plus, tout comme à l'école communale de la rue de Louvois, l'enseignement reflète parfaitement l'environnement. Je cite, « On devait s'intéresser qu'aux devoirs et pas troubler l'instituteur. Je l'ai connu à peine, celui-là. Je me souviens que de ses binocles, de sa longue badine, des manchettes sur son pupitre. » C'est tout ce que révèle le narrateur de sa première expérience scolaire, mais cela suffit pour comprendre la réaction de l'enfant qui tombe malade le 9e jour, ne cesse de vomir, devient même la proie d'hallucinations et met 2 mois à se remettre. Une fois de retour à l'école de la rue des Jeuneurs, Ferdinand se tient peinard, mais il continue à souffrir et ne tire aucun bénéfice de l'enseignement prodigué. Je cite, « J'apprenais rien, c'est un fait. Ça me désespérait l'école, l'instituteur en barbiche. Il n'en finissait jamais de nous brouter ses problèmes. Il me foutait la poisse rien qu'à le regarder. Moi d'abord, d'avoir tâté avec Popol la vadrouille, ça me débectait complètement de rester ensuite comme ça, assis pendant des heures et des payes à écouter des inventions. » Il souffre donc de la stérilité des leçons, mais aussi et surtout du manque de liberté et de l'emprisonnement dans une salle de classe, loin de la nature, et ce d'autant plus que les récréations n'apportent aucune délivrance, puisque dans la cour, où il n'y a qu'un arbre, je cite, « Les mômes, ils essayaient de se dérouiller, mais c'était piteux comme effort, le mur devant montait si haut qu'il écrasait tout, l'envie de rigoler leur passait. » Il n'en obtient pas moins des notes moyennes et est même considéré pour sa bonne tenue, mais c'est avant tout parce qu'il a peur d'être forcé de revenir. Cela n'empêche pas le narrateur de révéler plus loin qu'à la maison, il reçoit des beignes à la volée pour vouloir jouer au lieu d'apprendre et qu'il ne comprend pas grand-chose en classe, au point que son père redécouvre qu'il est vraiment un crétin. C'est une citation, bien sûr. La scolarité de Ferdinand se termine avec le certificat d'études, qui est un événement considérable pour les enfants d'alors, puisque pour beaucoup, il constitue le passeport pour la vie active. La pression sur lui et ses camarades, soigneusement entretenue par les parents, est d'autant plus énorme qu'ils font partie des refusés de l'automne de la session précédente, si bien que pour tous, ou presque tous, c'était tragique. Après que sa mère lui a fait réciter ses fables et la liste des départements, il passe l'examen qui consiste d'abord d'une partie écrite composée d'une dictée et de problèmes que Ferdinand trouve facile, vu qu'il n'y avait qu'à copier. Puis vient un oral portant sur les plantes, l'astronomie et les saisons, qui n'est guère plus difficile puisque l'examinateur répond lui-même à ces questions. L'enfant, je cite, qui a pissé dans sa culotte et recaqué énormément, n'en est pas moins terriblement nerveux, mais à la fin, tout le monde était reçu. Ferdinand peut donc enfin entrer dans la vie professionnelle, et plus particulièrement dans le commerce, mais après les expériences malheureuses chez Berlop et chez Gorloge, l'oncle Édouard propose de l'envoyer en Angleterre pour lui faire apprendre la langue, ce qui permettra ensuite de le caser plus facilement. L'expérience au Minwell College est l'occasion pour Ferdinand de découvrir un établissement et un système scolaire radicalement différents de ceux qu'il a connus à Paris et bien plus à son goût. En effet, au lieu de la petite cour et de son mur qui cache le ciel, il se retrouve dans un site magnifique. Je cite, « Le Minwell College, on ne pouvait pas désirer mieux comme air, comme point de vue. Du bout des jardins et même des fenêtres de l'étude, on dominait tout le paysage. Dans les moments d'éclaircie, on pouvait voir toute l'étendue, le panorama du fleuve, les 3 villes, le port, les docks qui se tassent jusqu'au bord de l'eau. Les lignes de chemin de fer, tous les bateaux qui s'en vont, qui repassent encore un peu plus loin, derrière les collines, après les prairies, vers la mer, après Chatham, c'était unique comme impression. Cette impression est certes un peu gâchée par le vent violent, la pluie incessante et le froid intense qui sévissent le plus souvent, mais cette description de l'école est notable car, avec l'histoire du roi Krogold, elle constitue un des rares exemples dans le roman où l'enfant fait preuve de quelque enthousiasme.
En tout cas, le grand air lui réussit si bien que, quoique la nourriture laisse à désirer en quantité aussi bien qu'en qualité, il constate qu'au bout d'un mois, il a doublé et qu'il devient bien plus costaud. Si Ferdinand peut profiter du grand air, c'est que le système anglais le lui permet. En effet, il ne reste pas assis toute la journée à écouter le maître comme il devait le faire à Paris. Je cite, « Les heures de classe n'étaient pas longues, on s'y collait que le matin. » C'est tout au moins le cas pour lui jusqu'à ce que Mary Wynne, qui craint de le perdre, le dispense des études. L'après-midi, quel que soit le temps, est consacré au sport, au football en particulier, et aux promenades qui deviennent d'ailleurs l'occupation principale du garçon à la fin de son séjour. Une telle organisation de la journée devrait contribuer à son épanouissement intellectuel, aussi bien que physique, mais il n'en est rien puisqu'il refuse d'apprendre l'anglais et même de parler, malgré les efforts de Mary Wynne et de Nora. L'école n'a cependant rien à voir avec sa décision de ne plus ouvrir la bouche. Je cite, « Je ne me laissais pas embringuer, j'étais plus bon pour la parlotte, j'avais qu'à me rappeler mes souvenirs, le gueuloir de la maison, les limonades à ma mère, toutes les vannes qu'on peut vous filer avec des paroles. Merde, plus pour moi, j'avais mon sac, j'en étais gavé pour toujours, des confidences et des salades, salut. » En fin de compte, l'expérience du Meanwell College se révèle un désastre pour Ferdinand, mais son échec n'a rien à voir avec l'école proprement dite. En effet, après que Mary Wynne le dispense de suivre les cours, il éprouve un petit regret. « J'ai regretté un peu la classe. J'apprenais pas, mais j'étais bien. Je détestais pas l'intonation anglaise. » Au Meanwell College, dans la première partie de Mort à crédit, correspond d'une certaine façon le familistère rénové de la race nouvelle de Blême le Petit dans la seconde. En effet, si Courcial des Perrers ne crée pas une école à proprement parler, il tente une expérience éducative fondée sur certains principes caractéristiques de l'éducation à l'anglaise et se terminant de la même façon catastrophique, un échec sur toute la ligne suivi d'un suicide. Il propose en effet aux familles non seulement de s'occuper de l'éducation complète de leurs enfants, je cite de leur première éducation, de la secondaire aussi, la rationaliste, enfin de l'enseignement supérieur, positiviste, zootechnique et potager, mais encore il garantit à ses enfants une saine et large existence absolument en plein air, loin des pourritures citadines, un avenir pleinement assuré par les fruits d'un saint labeur, dans des conditions champêtres, de grandes joies ensoleillées, paisibles et totales. Tout farfelu qu'il soit, un tel programme n'est pas pour déplaire à Ferdinand, l'adjoint Courcial, même si les pionniers prospèrent au début de l'expérience. Celle-ci tourne rapidement au vinaigre, d'abord à cause de l'incurie et de l'irresponsabilité de Courcial, mais aussi, comme Emmanuel College, parce que l'argent manque et que les enfants sont rapidement livrés à eux-mêmes, au point où ils se mettent à faire les 400 coups et à commettre toutes sortes de larcins. De toute façon, comme le constate Agnès Hafez-Ergo dans cet épisode, je cite, « La rhétorique visant à convaincre des bienfaits de l'éducation et de la science sur l'humanité, censée se perfectionner sous leur égide, apparaît comme une baudruche gonflée d'air, et ce perfectionnement comme un mythe. » Quoique le narrateur de Mort à crédit ne s'étende pas sur la question de l'école, on peut déduire des quelques passages qui y sont consacrés qu'il pense que l'école française nuit à l'épanouissement de l'enfant. En effet, elle ignore le développement physique de celui-ci et l'oblige à passer de longues heures en classe à écouter passivement un instituteur dispensant un enseignement sclérosé. Il semble préférer le système anglais qui, si l'on en juge d'après l'exemple du Meanwell College, met en pratique le précepte mens sana in corpore sano. Certes, ces conclusions étant tirées à partir d'expériences limitées et même extrêmes, il convient de chercher ailleurs pour connaître vraiment les idées de Céline sur l'école. C'est surtout dans les beaux draps que Céline s'attarde sur le sujet, mais il dénonce violemment le système scolaire français et notamment l'enseignement secondaire des bagatelles pour un massacre, dans des pages où il décrit à sa façon les effets nocifs de ce système. Parlant des écrivains français à propos desquels il constate, je cite, qu'ils n'ont jamais eu de style, il explique que ce n'est pas tout à fait de leur faute, car ils sont les victimes du lycée d'où les bacheliers sortent émotivement monstrueux, amputés, sadiques, frigides, frivoles et retors. Après cette expérience, ajoute-t-il, alors je cite, « Ils ne comprendront plus que les tortures, que de se faire passer des syntaxes, des adverbes, les uns aux autres, à travers les moignons. Ils n'auront jamais rien vu, ils ne verront jamais rien. À part les tortures formalistes et les scrupules rhétoriciens, ils resteront finement bouchés, imperméables aux ondes vivantes. » En effet, explique-t-il, toujours dans Bagatelle, le lycée, en les initiant à une vie livresque de seconde main, les avouait, je cite, « pour toujours au simulacre d'émotions, à toutes les charades de l'esprit, aux impostures sentimentales, aux jeux de mots, aux incantations équivoques, si bien que, c'est une nouvelle
Citation, « Ils resteront affublés, ravis, pénétrés, solennels encuistrés de toute leur membrure, convaincus, exaltés de supériorité, babilleux de latino-bobarderie, soufflés de vide gréco-romain, de cette humanité bouffonne, cette fausse humilité, cette fantastique friperie gratuite, prétentieux roucoulis de formules, abrutissant tambourin d'axiomes, maniés, brandis d'âge en âge pour l'abrutissement des jeunes, par la pire clique parasiteuse, frasuleuse, sournoise, retranchée, politicarde, théorique vermoulue, profiteuse, inextirpable, retorse, incompétente, énucoïde, désastrogène de l'univers, le corps stupide enseignant. Ce sont ces idées qu'il développe dans Les Beaux Draps 4 ans plus tard. Après avoir décrit à sa façon le triste état dans lequel se trouve la France en 1941 et en avoir rendu responsable à peu près tout le monde, et avant de proposer des solutions pour relever le pays, notamment une vaste révolution qui conduira à ce qu'il appelle le communisme à la biche et une série de mesures sociales, il dénonce le progrès et attaque avec virulence les institutions du pays, notamment l'école. Dans Les Beaux Draps, Céline explique que l'école transforme de façon négative la nature des enfants. Alors que tout petits, ils sont tout charme, tout poésie, tout espiègle guilletterie, à partir de 10-12 ans, finit la magie de Primso, muet, louche, sournois, buté, cancre, petit drôle plus approchable, assommant, pervers grimacier, garçons et filles, ragoteux, crispés, stupides, comme papa-maman, bref, une faillite, presque déjà parfait veillard dès l'âge de 12 ans, une culbute des étoiles en nos décombres et nos fanges. En effet, il affirme qu'on n'apprend rien à l'école que des sottises résonnantes, anémiantes, médiocrisantes, l'air de tourner con rabâcheur. Et la définit, comme on l'a entendu ce matin, la grande mutilante de jeunesse qui leur aura coupé les ailes au lieu de leur ouvrir toutes grandes et qui fabrique des sous-hommes rampants. Expliquant rétrospectivement le désespoir de Ferdinand à l'établissement de la rue des Jeûneurs, il s'exclame « C'est vraiment le plus grand crime d'enfermer les enfants comme ça pendant des 5 et 10 années pour leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force. Quelle atroce farce! Saisir les enfants à leur jeu, les empêtrer minutieusement par examen impeccable de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif argent, leur river après les 4 pattes, que la bête gambade plus jamais, qu'elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler à mort, sous chape effroyable, à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d'une existence qui n'en est plus, qu'est une espèce de survie d'une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vive à l'école. » Plus loin, Céline explique que le goût du public, qui est tout faux, vient tout droit de l'école, de l'éducation première, du sabotage de l'enthousiasme, des joies primitives créatrices, par l'empesé déclamatoire, la cartonnerie moralistique. Il recommande donc de rénover et de recréer complètement l'école, c'est-à-dire, je cite, « ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. » Elle est en effet un monde nouveau qui ne demande qu'à paraître, parfaitement féerique. Tous nos soins envers ce miracle ne consistent encore à ce jour qu'en brutalité méthodique, en avortement acharné. Il reconnaît certes que certaines choses doivent être enseignées, comme les sciences et les mathématiques, mais il ne veut pas que cela se fasse aux dépens du rêve de l'enfant. Le progrès, dit-il, ça ne vaut pas le petit rigodon du rêve, la musique timide du bonheur, notre menu refrain d'enfance. En effet, l'école que Céline appelle de ses voeux offre des beaux-arts, de l'enthousiasme, de l'émotion, du don vivant de création, du charme de race, et donne la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie, guilletterie jolie, porte à l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence, en somme sur un nuage. Bref, une école dont sort tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. Du point de vue pratique, il recommande de consacrer au moins la moitié du temps et les meilleures heures aux matières qu'il considère nobles, c'est-à-dire les beaux-arts, la danse et les sports, expliquant que l'autre moitié suffira bien pour les choses utiles, puisque les enfants passent 10 ans sur les bancs de l'école. Peut-être inspiré par l'exemple anglais, il inclut bien le sport parmi les activités à privilégier, expliquant qu'il faut que le corps reprenne goût de vivre, retrouve son plaisir, son rythme, sa verve déchue, les enchantements de son essor, et que l'esprit suivra bien, car l'esprit, c'est un corps parfait.
Les mesures que Céline préconise dans les Beaux Draps pour relever la France sont parfois fantaisistes et ne reflètent donc pas nécessairement ses convictions profondes. On peut se demander par exemple s'il souhaite vraiment la révolution qu'il imagine, caractérisée notamment par une série de nationalisations qui conduira au communisme, non pas évidemment celui des soviétiques, dont il affirme qu'il est en collusion avec les grandes banques juives américaines, mais au communisme labiche, le communisme petit bourgeois avec le pavillon permis, héréditaire et bien de famille, insaisissable dans tous les cas, et le jardin de 500 mètres et l'assurance contre tout. De même, on peut douter de son sérieux quand il décrète un salaire national, 100 francs par jour maximum, 100 francs pour le célibataire, 150 pour les ménages, 200 francs avec 3 enfants, 25 francs en su à partir du 3e môme, même s'il justifie sa proposition par le fait que le grand rêve du Français, c'est d'être et de mourir fonctionnaire avec une retraite assurée, quelque chose de modeste mais de certain, et s'il estime qu'aucune réforme ne peut être accomplie et que la solidarité est impossible sans l'égalité devant les ronds. Et que penser de sa proposition d'instaurer, 60 ans avant Martine Aubry, la semaine des 35 heures? En revanche, ses idées concernant l'école reflètent des positions que non seulement il défend du début à la fin de l'ouvrage, mais surtout qu'il a défendues toute sa vie et dans toute son œuvre. Au centre du vaste programme de rénovation que Céline propose pour la France tout au long des Beaux Draps figurent en effet des valeurs telles que la gaieté, ça, ce sont des citations des Beaux Draps, la danse, les arts, l'enthousiasme, l'émotion et la création, des valeurs qu'il juge nécessaires pour créer des hommes ailés, des âmes qui dansent, et qui sont précisément celles dont il affirme qu'elles doivent se situer au cœur de l'expérience scolaire. Il affirme clairement que les Français ne pourront retrouver une âme que si l'école leur inculque ces valeurs qui ont disparu de leur quotidien. Je cite, « Si la France doit reprendre l'âme, cette âme jaillira de l'école ». Un tel programme devrait recueillir l'adhésion de tous, mais il s'inscrit parfaitement dans le contexte du pamphlet et de ses passages racistes et antisémites. Par exemple, si Céline s'oppose avec tant de vigueur à ce système scolaire qui met en avant le progrès, la science et la raison, c'est qu'il éloigne le français de son âme, de sa petite chanson, avec pour conséquence, je cite, « Comment que le nègre va gagner, qu'il va venir abolir tout ça, toute cette forçainerie sinistre, lui, l'anti-machine en personne, qui déglingue tout, raccommode rien, l'anti-raison force de nature. Il l'aura beau pour trépigner toute cette valtaille abrutie, ces chiens rampants sous châssis. » Et lorsqu'il parle de délivrer l'artiste qui sommeille en chaque homme, il ajoute « L'art ne connaît point de patrie, quelle sottise, quel mensonge, quelle hérésie, quel dicton juif. L'art n'est que race et patrie. Voici le roc où construire. Roc et nuage en vérité, paysage d'âme. » Par ailleurs, et là je vais me démarquer de ce qu'a dit Émile Bramy, même si Céline mentionne à peine le gouvernement de Vichy dans les Beaux Draps, on ne peut s'empêcher de constater que sa conception de l'école possède de nombreux points en commun avec celle de Pétain. Dans un discours prononcé le 15 août 1940, ce dernier attaque le système scolaire dont il a hérité en utilisant des arguments qu'on retrouve dans les Beaux Draps. Par exemple, il dénonce, je cite, « une pseudo-culture purement livresque, conseillère de paresse et génératrice d'inutilité, et l'idéal encyclopédique de l'homme abstrait, il prône des programmes simplifiés, dépouillés du caractère encyclopédique et théorique qui les détournait de leur objet véritable, et la formation d'une jeunesse sportive. » En outre, une circulaire du 18 novembre 1940 met l'accent sur les activités d'éducation générale qui sont le complément nécessaire de disciplines intellectuelles et inclut, outre le sport, le chant choral, on trouve la même chose dans les Beaux Draps, le chant choral, et la préparation à la vie en plein air. Même la danse, si chère à Céline, n'est pas oubliée. Toujours en réaction au système scolaire républicain, accusé de pervertir la jeunesse par son intellectualisme, des instructions officielles datant de juin 1941, je cite, « légitime la création de l'EGS, c'est-à-dire l'éducation générale et sportive, une discipline qui inclut notamment la pratique des exercices rythmiques, de la danse et du chant choral. » Enfin, l'État organise à l'intention des enfants des concours artistiques comme celui pour le Noël du Maréchal où, dans les mots d'un juré, la fantaisie se donne libre cours. La lecture des passages consacrés à l'école dans Bagatelle pour un massacre et les Beaux Draps confirme, s'il en est besoin, le caractère artificiel de la distinction que certains critiques établissent toujours entre les pamphlets et les romans de Céline. Toutes les valeurs qu'il défend dans ces passages sont en effet mises en avant dans chacun de ses romans. Cela apparaît d'abord clairement dans Mort à crédit, où le héros ne s'épanouit et ne fait preuve d'enthousiasme que loin de l'école, dans ses différentes escapades en plein air, mais aussi devant les belles aventures illustrées ou le grand livre d'Honorat qui stimule son imagination.
De façon plus générale, Moracredi montre les dangers du progrès et du machinisme qui sont violemment attaqués dans les beaux draps. Ils sont symbolisés dans le roman par l'exposition universelle de 1900, ce qui explique la terreur qui saisit confusément la famille de Ferdinand lorsque, visitant l'exposition, elle se trouve dans la galerie des machines. En effet, l'exposition et le progrès industriel qu'elle reflète annoncent et symbolisent à la fois la fin de leur monde. Ce n'est pas un hasard si la grand-mère Caroline, qui personnifie aux yeux de Ferdinand le charme d'un monde disparu à jamais, se méfie de l'exposition et boycotte les séances où Auguste captive ses voisins en leur racontant sa visite. Plus lucide que les autres, elle se rend compte que l'exposition, et plus particulièrement la galerie des machines, est une célébration du nouvel ordre économique, avec à sa tête la bourgeoisie capitaliste qui dévorera la petite bourgeoisie commerçante. C'est bien entendu le sort que connaîtront Clémence et sa boutique, mais parmi les victimes du progrès figure également Auguste qui, pour conserver son emploi dans sa compagnie d'assurance, s'efforce d'apprendre à taper à la machine à écrire, mais n'en continue pas moins à vivre dans la peur de la révocation. Même chose pour Courcial, qui appartient à un monde périmé à un double titre. D'une part, son pseudonyme est ridicule et ironique à une époque où l'aristocratie est en pleine décadence, et de l'autre, ses inventions, aussi ingénieuses soient-elles, ne peuvent rivaliser avec les progrès de la technologie moderne. De plus, à la grand-mère dans Moracredi correspond dans Voyage au bout de la nuit la vieille enrouille, en qui, pour citer Michel Beaujour, s'incarne toute la nostalgie de Céline pour le bon vieux temps, l'âge d'or d'avant 1900. C'est que, comme l'a montré là Frédéric Vitou, l'essentiel de l'œuvre de Céline dénonce un présent insupportable, en écho auquel se profile l'image idyllique et estompée du monde d'avant 1914. Quant à l'art et à la danse dans les romans de Céline, qui exigent donc dans les beaux draps que l'enseignement artistique soit placé au cœur de l'éducation de l'enfant, ils sont absolument, on le sait, omniprésents, au point où Colin Nettelbeck affirme avoir découvert presque 1000 références à la musique ou à la danse dans Voyage, Moracredi, et surtout les 2 volumes de Guignol's Band, où l'histoire entière est complètement subordonnée à ces 2 éléments. Mais il en va de même dans les autres romans, et notamment dans Féerie, où le récit est maintes fois interrompu par des refrains, des mélodies ou des motifs musicaux quelconques, et où la danse est un thème prédominant. D'ailleurs, à « Le salut par les beaux-arts dans les beaux draps » fait écho dans Féerie la publicité pour le livre de l'auteur « Achetez Féerie, le livre qui vous réjuvène l'âme ». Le narrateur expliquant notamment que grâce à son livre, on peut se rédempter d'un seul coup. La sensibilité artistique de Céline, reflétée dans son œuvre, s'étend en effet à la littérature et aux beaux-arts, particulièrement la peinture. Philippe Day a d'ailleurs montré que la composition d'une partie non négligeable de son œuvre a été inspirée par Peter Bruegel et Jérôme Bosch. Et pour citer un exemple précis, le narrateur de Féerie 2, en train de décrire le bombardement de Montmartre et les couleurs qu'il produit, est très conscient, je cite, du genre pictoral de son récit. Pour continuer à montrer le rapport extrêmement étroit existant entre les idées de Céline sur l'école telles qu'elles sont présentées dans les pamphlets et sa conception du monde en général, il faudra insister également sur la place qu'il accorde dans sa poétique à l'émotion, à la petite musique propre à chacun ou encore à sa haine viscérale des idées. 3 thèmes qui reviennent sans cesse aussi bien dans ses propos sur le système éducatif que dans Entretien avec le professeur Y, sa correspondance ou ses interviews. Mais il faut conclure. Je le fais en 2 phrases. Il apparaît donc que les attaques de Céline contre l'école et les propositions qu'il présente pour la transformer, dans Bagatelle pour un massacre et surtout dans Les Beaux Draps, doivent être prises très au sérieux, à la différence sans doute d'une grande partie du contenu des pamphlets. Ces attaques et ces propositions reflètent en effet un système de pensée remarquablement cohérent autour duquel s'articule toute son œuvre et toute sa poétique. Merci.